Bonjour tout le monde dans cet atelier de cybersanté en RDC. Je suis Frank Verbeek, consultant pour le ministère de la Santé et pour l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de santé en RDC et appuyé par Pat pour aider en fait avec la rédaction du plan national de développement de l'informatique de la santé, deuxième génération, couvrant la période de 2020-2024. Et dans le cadre de ce plan, de ce PNDIS2, nous avons parcouru différentes étapes, dont une étape importante était le diagnostic TIC sectoriel pour la santé. Et donc dans les diapos suivantes, je vais essayer de parcourir ensemble avec vous les différents constats qui ont été faits par rapport à ce diagnostic sectoriel. Et nous allons terminer cette présentation également en citant quelques opportunités qui ont également pu être découvertes, pu être identifiées lors des travaux d'analyse sectorielle santé. Notre diagnostic sectoriel e-santé s'est principalement déroulé dans la lumière des attentes, perspectives, souhaits formulés dans le premier plan national de développement de l'informatique de santé, qui couvrait la période 2015-2019, le PNDS actuel, sur la période 2016-2020, et le SRSS deuxième génération. Et dans ces cadres, nous avons pu faire différents constats. Premièrement, regardons les infrastructures. Et là, les résultats ne vont pas surprendre beaucoup de monde, je pense. Premièrement, on a pu constater que l'intranet de santé qui avait été avancé par le PNDIS 1 n'a pas pu être réalisé. Donc, il n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas non plus un data center pour la santé où on peut centraliser les différentes informations et les différentes applications du secteur sanitaire en RDC. L'accès à Internet, qui est devenu de plus en plus important aujourd'hui, reste disparate et les sources d'énergie qui sont évidemment nécessaires pour faire fonctionner les différentes solutions de digitalisation restent très instables, certainement en périphérie, dans les zones rurales, mais également dans les villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu et d'autres. Un deuxième élément concerne le système national d'information sanitaire et la mise en place de l'entrepôt de données DHIS2. Actuellement, on constate que cet entrepôt est réellement alimenté pour certaines composantes et principalement il s'agit de la composante des soins primaires, mais les données qui sont collectées restent d'assez faible qualité, entre autres parce qu'il y a toujours le passage par des outils papier et plusieurs saisies redondantes d'informations où les gens sont en train de enregistrer des informations en parallèle, principalement pour quelqu'un d'autre, et donc avec une très faible motivation pour eux-mêmes par rapport à la qualité des informations. Parce que les principaux utilisateurs de ces données, c'est pas eux-mêmes, mais ce sont d'autres personnes qui se trouvent à d'autres niveaux dans la pyramide sanitaire. Un deuxième constat, c'est que nous sommes confrontés à une manifeste sous-exploitation des informations. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui utilisent réellement les données qui sont stockées dans l'entrepôt de données DHIS2.
Ainsi, la rentabilité de ce DHIS2 reste très limitée. Pourtant, l'investissement qui est lié à cet entrepôt de données, quand on regarde les années passées, est quelque chose de très très important. Et donc, ce n'est pas justifiable d'investir de grosses sommes, de grandes ressources, d'importantes ressources dans un système qui par après ne serait pas utilisé. Un troisième constat concerne la gestion des ressources humaines. Et donc là, on avait proposé dans le PNDIS 1 la mise en place d'une solution de gestion des ressources humaines de la santé pour le suivi de la carrière, les formations, les compétences, le dossier disciplinaire et ainsi de suite. Et on voit que actuellement, il y a quand même un début. On a commencé avec l'implémentation de la solution Iris, qui est une solution open source, au niveau de la DRH pour 4 provinces en RDC, plus la ville de Kinshasa. Actuellement, la validation des données déclarées est encore en cours pour la partie Kinshasa. Pour les 4 provinces, ça a déjà eu lieu. Ici, alors, un constat plutôt positif, parce qu'il y a quand même déjà quelque chose qui est en route. Un quatrième élément concerne le site web du ministère de la Santé publique. Nous pouvons voir que actuellement il y a plusieurs sites web, donc différentes directions, différents programmes disposent de sites web de qualité, d'actualité ou d'actualisation assez disparates, mais il n'existe pas actuellement un site central du ministère de la Santé publique qui est actualisé et sur lesquels on arrive à publier de façon systématique les différents documents normatifs importants, comme le PNDS, le PNDRHS. En fait, j'ai eu même du mal à trouver une copie digitale, par exemple, du PNDS 2016-2020, qui reste quand même un document directeur majeur pour le ministère de la Santé. Ensuite, par rapport aux compétences TIC des différentes ressources humaines de la santé, nous pouvons constater que actuellement l'informatique de santé n'a pas réellement été intégrée dans les curricula des sciences médicales en RDC. Donc, quelqu'un qui finit les études de médecin ou d'infirmier, infirmière, de laborantin, de pharmacien, a à peine été en contact avec des instruments digitaux qui devront être utilisés dans l'avenir dans le secteur de la santé. Ce qui est une opportunité ratée parce que surtout les jeunes professionnels de santé devront être exposés à ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. En fait, en plus, nous constatons qu'il y a à peine une offre de programmes spécifiques en matière d'informatique de santé, des programmes qui pourraient s'ajouter à l'offre curriculaire, donc sous forme de formation postgraduat ou des certificats en informatique de santé appliquée. Ce sont des programmes qui pourraient également se greffer sur des programmes TIC plus génériques, pour lesquels il existe quand même une certaine offre en RDC, mais donc pour le secteur de la santé, cette offre reste extrêmement faible. Au niveau de l'information
ou l'informatisation plutôt des structures de soins, et donc la mise en œuvre de systèmes intégrés de gestion des informations des structures de soins, nous constatons qu'il y a quand même quelques hôpitaux qui aujourd'hui ont implémenté des systèmes d'information hospitaliers divers. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a l'un ou l'autre système d'information hospitalier qui serait prédominant en RDC. On voit que, lors des évaluations, nous avons pu identifier déjà 7 systèmes différents qui sont installés dans, ça varie entre 1 et 6 hôpitaux en RDC. Le niveau d'implémentation, donc le niveau d'implémentation de ces systèmes et le niveau de développement reste par contre très variable. Il y a des systèmes qui vont très loin, qui arrivent à couvrir toutes les fonctionnalités, tous les flux d'informations dans les hôpitaux. Il y en a d'autres qui se focalisent sur des fonctionnalités beaucoup plus limitées, qui se limitent parfois, par exemple, aux outils de gestion financière et gestion des ressources d'une structure et qui n'entrent pas tout de suite, par exemple, dans les aspects de gestion clinique, gestion des connaissances ou gestion des ressources laboratoires ou pharmaceutiques. Ce qui est encourageant, quelque part, c'est que plusieurs de ces systèmes permettraient, au moins techniquement, de communiquer avec le DHIS2. Donc, il y a déjà plusieurs développeurs qui ont pensé à mettre en œuvre ce genre d'interface. Bien que ce n'est pas réalisé en production aujourd'hui, le potentiel est là. Pour l'aspect de la comptabilité ou l'informatisation, la digitalisation de la comptabilité, on peut être assez bref. Souvent, la comptabilité n'est pas informatisée, ou quand elle est informatisée, ça se limite assez souvent à un bricolage avec des outils basiques qui ne sont pas adaptés, type Excel ou autre. Les quelques fois où la comptabilité est informatisée, on constate également un manque d'harmonisation où les plans comptables ou le rapportage comptable n'est pas suffisamment standardisé. Dans le cadre de la couverture santé universelle, on a également étudié l'état de digitalisation des organismes d'assurance maladie, ou les mutuelles principalement, mutuelles de santé. Là, on voit qu'il y a très peu d'initiatives et donc ces structures sont souvent pas informatisées du tout. Regardons aussi la gestion de la logistique pharmaceutique, où on constate que actuellement le focus de la digitalisation est surtout sur les aspects d'autorisation et accréditation, principalement au niveau de la DPM, et le monitoring et le suivi qui est plutôt implémenté au niveau du PNAM. Par contre, il n'existe aujourd'hui pas de LMIS ou SIGL, donc un système d'information de gestion logistique qui couvre toute la chaîne de l'achat central jusqu'à la dispensation du produit pharmaceutique, ce qui permettrait évidemment de mieux gérer les péremptions de produits, de mieux gérer les aspects de pharmacovigilance et ainsi de suite. Au niveau de la télémédecine, en fait, la télémédecine actuellement est à peine implémentée en RDC. Ça se limite à quelques projets qui reposent principalement sur le volontariat, avec des gens qui sont évidemment prêts à investir leur temps si on fait appel à leur service peut-être 2 fois par semaine ou quelques fois par mois, mais au moment où on va demander de s'impliquer 10 fois par jour ou 15 fois par jour, je crois que ce serait autre chose. Et donc, c'est quelque chose encore à développer. Au niveau de l'imagerie médicale, nous constatons quand même, et souvent sous
sur initiative des PDF, un nombre croissant d'équipements compatibles avec la norme DICOM, mais par contre, il y a très peu d'implémentations PAX, donc qui permettrait de profiter de la disponibilité de ces images digitales en exploitant ces images dans un repositoire central qui permettra de lier chaque image digitale au dossier patient informatisé. Donc on le voit exceptionnellement implémenté en RDC. En plus, notons que la RDC est confrontée à un manque criant de radiologues où il y a à peine 80 radiologues pour une population de 85 millions de gens, ce qui est évidemment vraiment insuffisant. Et donc, l'imagerie médicale digitalisée pourra sans doute être un instrument qui pourra aider à faire face au moins partiellement, à ce manque d'expertise spécialisée dans le domaine de la radiologie. Un peu similaire pour le laboratoire, donc en ce qui concerne les systèmes d'information laboratoire, Laboratory Information Management Systems, LIMS, on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont implémentés, mais principalement dans un nombre limité de grands hôpitaux. En gros, les laboratoires ou les systèmes d'information de laboratoire sont absents dans les zones sanitaires. Au niveau de la standardisation et la normalisation des informations sanitaires, et certainement les informations digitalisées, nous constatons que actuellement, il n'existe pas de critères de qualité ou d'accréditation pour les solutions TIC qui entrent dans le secteur de la santé en RDC. Je pourrais entrer même avec une application dangereuse pour les patients. Il y a aucun mécanisme pour interdire l'utilisation de ce genre d'application, bien que notons que pour l'OMS, tout ce qui est application digitale sanitaire, ces applications devraient être soumises aux mêmes critères d'accréditation, d'homologation que les équipements biomédicaux. La standardisation sémantique, donc le contenu des informations, les classifications, les nomenclatures, etc., est aussi presque absente, certainement au niveau des sources primaires de l'information sanitaire. Elle existe au niveau des sources secondaires et au niveau par exemple, des entrepôts de données où on a imposé l'utilisation de certaines classifications comme la CIM10, mais au niveau de la première collecte dans les structures sanitaires, dans les pharmacies, les laboratoires, etc., cette standardisation reste absente. En plus, il n'existe actuellement pas une vraie architecture entreprise e-santé où on met en place, où on documente les interfaces, les standards technologiques et techniques pour faire interopérer les différentes composantes du système e-santé dans le pays. Pas non plus existe-t-il une mise en place ou structurée ou organisée de référentiels élémentaires. Pourtant, on constate plusieurs initiatives qui pourraient être capitalisées, comme les initiatives de géolocalisation, comme le GRID. Il y a également, et donc ça c'est important dans le cadre de la couverture santé universelle, il y a un manque de coordination intrasectorielle où on constate qu'il y a beaucoup de redondance dans la collecte d'informations et de projets de digitalisation. Et pour d'autres domaines, il y a des lacunes, des domaines où personne ne s'y intéresse. Notons par exemple la santé mentale. Ce manque de coordination intrasectorielle est en fait une très très importante cause de perte de ressources matérielles, humaines et financières où on investit 3-4 fois la même chose pour les mêmes besoins et où on oublie d'investir dans des domaines
qui n'ont pas été servis. La même chose pour la collaboration intersectorielle, encore important pour la couverture santé universelle, où on se limite pas seulement au secteur de la santé, mais également le secteur du transport, le secteur de l'agriculture, le PNTIC. Bon, il y a différents secteurs qui interviennent. Et donc, actuellement, il n'y a pas de mutualisation intersectorielle des différentes infrastructures, par exemple, centres de données, connectivité, etc., qui est réalisée aujourd'hui. Notons quand même quelques liens avec le secteur de l'enseignement supérieur qui ont été initiés. Alors, il existe pas seulement des problèmes ou des défis, mais également quelques opportunités. Au niveau de la coordination, standardisation et interopérabilité, nous voyons qu'aujourd'hui, donc, il y a déjà plusieurs outils métiers qui sont compatibles avec le DHIS2. C'est quelque chose à exploiter. Pensons à IRIS, pensons à la GMAO, pensons à différents systèmes de gestion des informations hospitalières. Il y a réellement aussi une volonté qui est très large pour enlever les collectes de données parallèles au profit de l'utilisation secondaire des informations qui proviennent des systèmes de collecte primaire, et donc d'arriver à une source unique de l'information sanitaire. Nous avons l'opportunité également de standardiser sémantiquement, mais aussi techniquement, les données sanitaires à l'aide de classifications et nomenclatures internationales qui sont libres et qui existent déjà. Pour cela, il y a également le besoin, on note le besoin explicite de la mise en œuvre d'une nomenclature nationale des prestations de soins. Elle n'existe pas aujourd'hui et elle sera très nécessaire pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. La normalisation et la standardisation ne se limitent pas aux données sanitaires, mais également aux logiciels et équipements biomédicaux. Comme j'avais déjà expliqué, pour l'OMS, il n'y a pas de différence, en fait, en termes de régulation entre les deux. Et donc, on devrait les homologuer et normaliser en fonction de leur compatibilité avec le contexte et les besoins de la RDC, qui est quand même particulier, et donc qui est un contexte de pays à faibles ressources. Une autre opportunité, c'est la mise en place de l'ANESIS, qui est notre hôte aujourd'hui, comme structure de coordination sectorielle. Ça pourra énormément aider. Notons qu'il existe un nombre d'initiatives qui peuvent être considérées comme des initiatives préparatoires pour la mise en place de référentiels élémentaires comme proposé dans le PNDIS 1. Il s'agit premièrement de quelques projets de gestion ou de collecte d'informations de géolocalisation et de cartographie sanitaire, le projet de mise en œuvre du logiciel IRIS pour le recensement et la vérification des ressources humaines de la santé, et les initiatives de recensement des structures sanitaires allant des centres de santé aux hôpitaux généraux de référence, les hôpitaux nationaux et les pharmacies. Ce qui est très important aussi, c'est que nous disposons aujourd'hui d'expériences validées avec plusieurs solutions métiers, non seulement dans le pays, en RDC, mais également dans la sous-région. Notons les expériences avec la gestion des inventaires de la maintenance assistée par ordinateur, la GMAO, où on a un très bon exemple, par exemple au Burundi, où on a implémenté un système national. Des expériences, et il y en a de nombreuses expériences aujourd'hui avec l'informatisation intégrée des structures de soins, des systèmes d'information hospitaliers, et les expériences, notamment en RDC avec
Ebola, et avec la tuberculose, la maladie du sommeil, des outils de surveillance épidémiologique. Et dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19, c'est certainement quelque chose qui devra attirer notre attention. Finalement, une importante opportunité est certainement le fait qu'il existe un consensus très large que la couverture santé universelle n'est pas réalisable sans digitalisation. Nous notons que l'informatisation des organismes d'assurance maladie doit encore être faite complètement. Et elle sera nécessaire, certainement dans le cadre de la rationalisation des coûts qui sont principalement générés au niveau des structures de soins. Et donc, pour connaître ces coûts, il faudra informatiser tous les processus d'enregistrement de données qui sont liés aux différents intrants, aux différents services, aux différents actes produits par les structures de soins. Et donc, cette informatisation de l'offre de soins doit être holistique et orientée sur le patient. Donc, on doit vraiment abandonner cette orientation maladie, cette approche verticale, mais voir le patient comme une personne et pas comme une collection de problèmes de santé. Il s'agit également de la digitalisation en fonction de la surveillance, donc pour être sûr qu'on va pouvoir faire ou réaliser la surveillance de la qualité des soins, de la quantité des soins, de l'accessibilité et de l'équité de l'offre de soins, afin de les intégrer, donc intégrer ces données de surveillance dans la gestion de l'achat stratégique ou le financement basé sur les résultats. Finalement, on doit être conscient et peut-être aussi le considérer comme une opportunité que la couverture santé universelle est un objectif de développement durable qui a été souscrit par de très nombreux pays dans le monde. C'est un objectif de développement durable essentiel qui engage le gouvernement, les partenaires techniques financiers et les différents acteurs opérationnels. Je vous remercie de votre attention.